Serena, bonjour. Bonjour Princia, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. avec Malgré nos, plaisir. nos agendas chargés, surtout le tien. Merci beaucoup. Et ça va être l'occasion de te découvrir, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger un peu sur les réseaux sociaux. Et merci les réseaux sociaux, parce que ça fait plein de rencontres. Ça, c'est chouette. Voilà, donc je vais te laisser te présenter dans toutes les coutures que tu souhaites et mettre en avant j'imagine, toutes les compétences que tu as, nous partager un peu. Ok, bah écoute, je vais mettre en avant tout ce dont je suis fière, à commencer par mon âge. J'ai 40 ans. Le Et prénom pas va le du faire. tout. Donc j'ai 40 ans, je suis Serena Davis, 40 ans, parce que ça veut dire que j'ai une histoire. J'ai une histoire et j'écris des histoires puisque je suis autrice, mais aussi coach en écriture, formatrice dans une société que j'ai créée qui s'appelle Guide Écriture, Coaching et Formation et qui fait aussi des interventions dans les établissements scolaires, universités, dans les entreprises sur la sensibilisation au handicap invisible. C'est génial. Et j'habite à Poitiers, c'est aussi important parce que faut aussi défendre son territoire. Ah, Voilà, originaire de Dijon et résidente à Poitiers. complètement. Et ben, en tout cas, déjà bravo pour le parcours. Et comme tu soulignes, 40 ans, c'est beaucoup. Et il peut y avoir beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Et j'ai l'impression aussi, enfin, je fais un peu le parallèle à moi, ce que je fais. À 35-40 ans, on arrive à se révéler un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on est surtout un moment où on a testé des choses, on a essayé des masques aussi, beaucoup. Mhm. Et c'est l'âge où peut-être on se remet un peu en question, à se demander si c'est vraiment nécessaire de continuer à les porter. Et qu'on est plus en recherche, effectivement, de cette authenticité qui nous a manqué, mais en même temps, c'est aussi grâce à ces masques qu'on a réussi à trouver par tâtonnements successifs cette identité qu'on s'est forgée. Je trouve que 40 ans, c'est pour ça que je disais que j'en étais fière. C'est vraiment, enfin, c'est le plus bel âge. Parce que c'est l'âge où tu te poses des questions, mais pas les mauvaises. Quand j'étais jeune, je me posais tout un tas de questions. Elles n'étaient pas forcément très intelligentes et pas forcément très bonnes. Et aujourd'hui, je me dis, ça y est, je me pose vraiment les bonnes questions sur ce qui est essentiel pour moi. Non, mais c'est bien, et je trouve aussi que c'est bien d'assumer son âge parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas forcément en phase avec. En phase avec ça, parce que plus tu vieillis, on va dire, entre guillemets, et plus la société t'enferme aussi, tu sais, dans des carcans, tant sur la beauté, tant sur ton corps, tant sur la partie intellectuelle. Et, euh, et je trouve que c'est bien. Bravo pour ça. Et je pense que tu vas impacter beaucoup de quarantaines. Ouais, Bon, vive les quadras. ah, exactement. Génération 80, levez-vous. Exactement. Moi, je suis pas encore là, mais je te rejoins dans allez, 4 ans, je crois. Bienvenue. Et je voulais revenir un peu, du coup, sur l'écriture. Parce que je crois que ça a vraiment parcouru toute ta vie. Et je voulais savoir quand est-ce que tu as démarré l'écriture et pourquoi? Qu'est-ce qui était le déclic? Alors déjà, il faut savoir que l'écriture, je l'exerçais depuis que j'étais petite, hein. J'ai toujours écrit, hein. Ça a commencé quand j'étais je crois que c'était en CM2. Mhm. Euh, on m'a demandé de faire une dissertation à l'école primaire, je sais pas comment on appelle ça, mais on devait écrire un texte Mhm. sur une caravane dans le désert. Mhm. Et à cette époque, j'avais écrit un texte que le professeur avait trouvé très beau. Et il m'avait mis 20 sur 20 et il m'a dit, j'ai failli vraiment te mettre une mauvaise note parce qu'en fait, tu as mis vraiment une vraie caravane dans le désert parce que j'étais dans une famille tellement, voilà, on va dire en difficulté que on parlait pas trop d'autre chose que des besoins physiologiques, se nourrir, se loger. Et Mhm. je manquais énormément de culture générale. J'avais pas au sein de ma famille des gens pour m'éduquer et m'élever intellectuellement. Mhm. Et du coup, bah, quand on m'a demandé d'écrire un texte sur une caravane dans le désert, j'ai mis bêtement une caravane dans un désert. Et j'ai réussi à pondre une histoire à partir de là, avec une trave sous la caravane, une femme en danger qui s'échappait. Je pense que ça faisait aussi écho à l'environnement familial dans lequel je me retrouvais. Mhm. Et finalement, ce professeur m'a dit, voilà, c'était tout ou rien. Et cette appréciation, elle Mhm. s'est reproduite
en cours de philosophie au lycée quand ma professeure m'avait dit un jour, Mmh. bah écoute, j'arrive pas à juger tes copies, c'est soit je te mets 20, soit je te mets 0. Et là, j'ai compris que j'étais faite pour l'écriture justement et que j'avais un style à moi qui était original. Et je l'ai vraiment conscientisé beaucoup plus tard puisque j'ai commencé à écrire des romans à l'âge de 35 ans. Mmh. C'était il y a 5 ans. Et après, mais bon, j'écrivais beaucoup de poésie. J'ai toujours ressenti le besoin d'écrire pour exprimer mes émotions, pour aussi embellir Mmh. toute la matière pas très belle, voilà, qui pouvait se dessiner dans ma tête en raison de choses que je vivais qui étaient assez négatives. Et Mmh. finalement, je les embellissais en les écrivant. Et c'est comme ça que j'ai réussi, je pense aussi, à me redresser de pas mal de situations. L'écriture, ça a quelque chose de magique. Ah bah oui, complètement, on se rejoint. Moi, j'écris toujours des poèmes, mais que j'ai jamais publiés. Peut-être un jour, peut-être à la quarantaine. Mais ouais, je te rejoins effectivement sur la beauté des choses, parce que des fois, même quand tu triste, en fait, quand tu l'écris, tu peux en fait embellir en fait finalement la situation. Et puis c'est aussi exutoire écrire. Donc je pense que là-dessus. Et ce qui m'interpelle du coup, c'est que à partir de cet épisode-là, tu as compris que tu voulais écrire, c'est ça? Non, ça a été plus tardif. Alors, j'écrivais des lettres quand j'étais adolescente à une amie qui les a longtemps gardées sans les jeter. Ça m'était très précieux un peu plus tard et je raconterai sans doute Ouais. pourquoi tout à l'heure. Mhm. Mais dans ces lettres, j'écrivais déjà beaucoup des poèmes. Et il s'est passé quelque chose dans ma vie en 2020, à un moment où j'étais au summum de ma carrière, mais aussi de l'ambition que je m'étais imposée Mhm. depuis que j'étais gamine pour me sortir de l'univers sociologique et voilà, l'univers économique aussi, Mhm. socio-économique, dans lequel je me retrouvais, dans lequel j'avais été plongée depuis l'enfance. Et je me suis imposée de suivre une direction où j'allais réussir ma vie, où j'allais briller, où les gens allaient me regarder. Et effectivement, j'arrivais à 35 ans, j'étais cadre à la Défense, je travaillais au 17e étage d'une tour de 36 étages. J'avais un appartement à Paris Centre. J'avais un copain qui était docteur en communication. Enfin, genre la vie, tu vois, un La peu vie parfaite. parfaite, mais trop parfaite pour être bien en réalité. Ouais. Et je me suis pris il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable Mhm. parce que je vivais une espèce de double vie je me rendais compte, mais je voulais pas le voir. C'est-à-dire qu'il y avait la femme d'affaires brillante, en fait, le jour, et il y Mhm. avait la femme qui était plus en souffrance la Mhm. nuit, celle qui se rappelait ce qu'elle avait vécu ou pas vécu de l'enfance à ses débuts de vie de jeune femme. Et celle-ci, elle souffrait dès qu'elle rentrait chez elle, qu'elle fermait la porte ou qu'elle se retrouvait seule. Et il a fallu un déclic pour que voilà tout ça se renverse. Mais l'écriture a été à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à prendre conscience en fait de qui j'étais ou de qui je voulais être surtout. Ça a Mhm. été une manière de me reconnecter avec ces différentes parties fragmentées de moi-même. Et ça a été extrêmement bénéfique. J'ai commencé à écrire des choses pas tristes du tout, des comédies. En parallèle, je continuais à écrire ces poèmes qui Mhm. effectivement ça me servait d'exutoire, hein, tu as raison. Et l'un n'allait pas sans l'autre. Ça faisait déjà partie de ces fragments en fait de ma personnalité que j'étais en train d'explorer. Mhm. Et ça me touche beaucoup que tu me partages, en tout cas ce petit pont de ta vie et je veux revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup que ce soit des femmes, des hommes, en fait, on suit, finalement un tracé et au fond, nous, comme ça, on a je vais mettre des guillemets, «un appel» et comment tu as réussi à dire un jour: «Stop, ça suffit, j'ai envie de me consacrer à l'écriture, j'ai envie de faire ça» parce que tu étais bien dans ta vie, finalement? Oui, oui. Déjà, plus j'écrivais, quand j'ai commencé à publier, j'ai tout de suite commencé à coacher aussi d'autres auteurs parce que je me suis rendu compte de tout le bénéfice que ça me procurait. Donc 2 ans après m'être lancée dans l'écriture, je lançais avec une entreprise individuelle mes premiers coachings avec des résultats
incroyable parce que je suis coach et formatrice Mmh. déjà de formation, hein, c'est Mmh. vraiment mon métier à la base et je me suis rendu compte que j'avais vraiment ça dans le sang, Mmh. mais indépendamment de l'entreprise, Mmh. j'avais ça humainement. Mmh. L'entreprise, elle avait ses objectifs commerciaux avec les injonctions contradictoires, tout ce qu'on peut connaître, des gens qui portent encore une fois des masques et qui sont toxiques parfois Mmh. les uns avec les autres. Et moi, je me suis toujours sentie en décalage de Mmh. cet univers-là. Mmh. J'ai jamais compris pourquoi les gens, quand ils, en l'absence de leurs acolytes, se Mmh. sentaient obligés de critiquer un tel parce qu'il a été habillé comme ça, un tel parce qu'il est sorti avec celui-là, un tel. Et moi, je suis pas comme ça. Et je me considère pas plus haute que les autres, mais en tout cas, je me sens pas faire partie de ce monde qui est tout le temps en train de porter un regard critique sur Mmh. les autres personnes. Il y avait ça, et puis il y avait le fait que bah, les gens sont un peu dans la manipulation, surtout dans l'entreprise, parce qu'ils ont envie les uns les autres de chercher leur intérêt. Et si on peut écraser quelqu'un au passage, comme on écrase un cafard, ben tant mieux, ou tant pis plutôt. Et déjà, j'avais quand même une souffrance, je pense, que je passais sous tapis. Mmh. Je voulais pas l'entendre, je voulais pas la voir, mais j'avais un cri à l'intérieur de moi Mmh. qui se révoltait contre le mensonge, contre l'hypocrisie, contre le jugement. Mmh. Et dans une entreprise, quand on est comme ça, c'est très difficile Bah, tu parce que plus marginalisée aussi, ouais. Mmh. on se sent, ouais, exactement, on se sent en marge, on se sent isolé. Et Mmh. quand on est avec les autres, on se sent pas à l'aise parce que on, on sait qu'on doit participer à ces conversations, on sait qu'on doit faire semblant et on peut pas. À l'intérieur de soi, il y a quelque Parfaitement. chose Ah qui ouais. bloque, une espèce de rage. Et plus j'écrivais, plus cette rage, elle ressortait, mais dans le bon sens. Un peu Mmh. comme un cri de guerre au départ qui devient un cri de délivrance. Mmh. Et au bout d'un moment, je me souviens, je lisais des livres sur la scénarisation, sur l'écriture. Et dans un des livres écrit un best-seller américain, voilà, un réalisateur célèbre, Mmh. je lisais que les scénaristes qui réussissaient dans leur vie, finalement, ce qui parlait des scénaristes, étaient ceux qui vraiment un jour avaient décidé de prendre leur parachute et de sauter en lâchant tout le reste parce que tu peux pas faire une chose à moitié et la faire bien. Mmh. En tout cas, tu peux pas faire le tour d'une question Mmh. en la survolant, c'est pas possible. Il faut rentrer, il faut prendre le temps d'eux et être à 100% dans ton activité. Mmh. Et j'ai lu ça et je pense que ça a été le déclencheur verbal Mmh. parce qu'il posait vraiment le mot Le sur mon blocage. Mmh. Et je l'ai pris aussi comme un signe parce que c'est à nous de prendre les choses comme des signes pour pouvoir avancer. Je cherchais des tremplins pour enfin faire ce saut quelque part dont j'ai toujours rêvé parce que quand j'étais petite, je rêvais d'être femme d'affaires et écrivaine. C'était vraiment mes deux rêves d'enfance. Et je pensais les avoir réalisés quand j'ai commencé à écrire et que j'étais cadre. Mmh. Et je me suis rendu compte que non, j'étais pas femme d'affaires. Je faisais les affaires des autres, mais pas les miennes. Bravo, bravo, bravo. Mais pas les miennes. J'étais pas femme d'affaires. J'étais simplement cadre exécutante bien rangée dans son costume. C'est Bravo. tout. Et j'ai eu envie d'être vraiment cette femme d'affaires que la petite fille, dont la petite fille avait rêvé, quoi. Mmh. Donc j'ai tout lâché, effectivement. Et puis, bon, je pense qu'aussi, il y a eu un élément. Mais au début, je pensais que c'était un élément déclencheur. Je reste un peu énigmatique, mais je sais que tu vas me poser la question, donc je tourne autour du pot. Il y a eu un élément. Je pensais qu'au départ que c'était un élément déclencheur. Et en Mmh. fait, je me suis rendu compte encore une fois, et plus j'y pense, et même là, tu vois, ça vient quand on en parle, Mmh. je pense que c'est moi qui l'ai pris comme un signe Ouais. comme pour pousser cette décision que j'avais déjà prise à l'intérieur de moi, totalement intimement. Et ben ça me touche parce que, c'est vrai que j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup ces témoignages-là. Des fois en off, tu as des personnes comme ça qui ont, tu sais, cette espèce de décalage aussi que tu disais et je voudrais revenir là-dessus parce que, tu sais, quand tu parles, enfin, c'est tout bête, mais à la machine à café, des personnes qui critiquent, des personnes qui sont un peu hypocrites ou limite si on pouvait t'écraser. Prendre un café et être cool, hein. Moi, j'ai une question. À ton avis,
Juste ton point de vue. Ça vient de quoi, justement, Enfin, moi, je dirais mal-être pour eux, mais cette attitude-là vient Je pense que j'ai compris quelque chose au Mhm. moment où je me suis affirmée telle que j'étais et où j'ai annoncé cette fameuse chose dont on va parler tout à l'heure. Je me suis pris énormément de critiques, des gens m'ont tourné le dos. J'ai vu vraiment, quand mon masque est tombé, eh bien, le masque des autres s'est révélé, tu vois, je l'ai vu. Alors qu'avant, je voyais des visages, je ne voyais pas les masques. Et là, je ne voyais plus que les masques, un peu comme si tu avais une danse sabbatique là, avec plein de sorcières qui t'agressent autour de toi. Je me suis crue dans un cauchemar, si tu veux. C'est imagé, mais c'est vraiment ça. Quand tu te révèles à toi, les autres se révèlent tels qu'ils sont dans toute leur fausseté. Et ça m'a fait comprendre une chose, parce que ces gens-là ne sont pas méchants. Ouais. C'est des gens, tous les gens ne sont pas méchants, mais dans certains contextes, certaines situations, alors il y en a, hein, il y a des pourritures, il y a des cons, il y a des ordures, ça, mais c'est quand même une infime partie, heureusement, parce que sinon, on n'aurait plus qu'à prier pour que l'apocalypse fasse son effet. Mais non, la plupart des gens, la majorité des gens sont quand même bons. Ce Ouais. qui les transforme, en fait, c'est la peur. Mm. C'est la peur de l'autre, mais c'est aussi la peur de son propre échec. Et comme les gens ont peur de ne pas y arriver, ont peur de ne pas être aimés, la peur de ne pas être aimé, elle est très dangereuse aussi. Mm. C'est ce qui provoque l'attachement, on va chercher une dépendance affective, on va, quand peur de ne pas être aimé, ça peut, le chantage, la manipulation, ça peut produire beaucoup de dégâts. Mm. Euh, la peur de ne pas être reconnu ou valorisé, ça dans l'entreprise, on l'a beaucoup, et les gens qui cherchent une valorisation vont chercher à se mettre en avant, mais au détriment Mm. des autres, encore une fois, ou alors vont ça va générer une espèce de frustration qui va devenir sclérosante pour tout le monde. Et la peur, elle fait beaucoup de dégâts quand on affirme une personnalité atypique, mais j'entends par atypique la personnalité normale en réalité, parce Ouais. que les atypiques sont les gens normaux, ce sont les gens qui ne font plus semblant d'être parfaits. Il est malade, oh, il est ceci, il a un trouble de santé mentale, oh, en fait, il est pas comme nous. Mais en fait, si, justement, lui, il est normal. C'est toi qui es pas normal parce que toi, par contre, tu révèles pas tes failles. Mm. Et moi, j'ai plus à craindre de quelqu'un qui ne dit rien sur lui. Tu Mm. vois, tu sais, ces personnes qui restent dans le silence quand ils te font parler sur toi, Ouais. mais eux, ils révèlent rien sur eux. Ils sont là, hein, ils sont insidieux. C'est très insidieux, c'est très malsain, mais ils t'écoutent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et Ah hop, ouais. pour pouvoir le retourner au bon moment. Et ben moi, je me méfierais plus des gens qui se disent normaux Mm. que des gens atypiques. Et d'ailleurs, dans mes coachings littéraires, Mhm. quand je reçois un auteur, c'est parce que c'est des grands créatifs, les gens qui Ouais. s'assument et qui révèlent justement leur caractère atypique. Eh bien, dans allez, 80% des situations, j'ai affaire à quelqu'un qui a un syndrome quelque part, un trouble déclaré, hein. Et en fait, c'est ça qui fait toute la magie de sa personnalité. Et quand on explore ses potentialités, quand on regarde des écrits, parce que souvent ces gens-là, en plus, ils n'ont pas confiance en eux. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas confiance en eux? Parce qu'ils se sont sentis comme moi au départ, tout le temps en décalage par rapport à la société. Mais moi, je suis pas comme ça. Mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il distribue ses bonbons à ces enfants-là, mais pas à ces deux-là? Et ils sont toujours posés plein de questions sur le monde. Et c'est très bien, parce que ce sont ces questions qui font qu'on philosophe, et ce sont ces questions qui font qu'on ne va pas tomber dans l'erreur. Alors elles nous isolent tant qu'on ne se révèle pas tel qu'on est. Tant qu'effectivement on se met, parce qu'il y a aussi un côté où on est un peu co-responsable, j'ai envie de dire, avec les autres de notre isolement. Parce que quand on se sent mise à l'écart, on a tendance aussi naturellement, moi la première, hein, dans un groupe où j'entends parler les gens les uns sur les autres, Mm. d'instinct, je vais me mettre à l'écart. Et c'est à nous, peut-être, d'aller dire aux autres, bah écoute, moi, j'approuve pas la manière là dont tu parles de cette personne, elle est pas là, et puis d'à recadrer le sujet, tout simplement, Mm. sans forcément se mettre à l'écart, et à Mm. dire, bah moi, je suis comme ça, vous m'acceptez pas. Il y a des gens qui vont venir. Ouais. Tout le monde ne va pas nous rejeter. Donc c'est ça en fait pour moi la normalité.
c'est ne pas être normal. Bah, écoute, tu es une des premières qui porte qui a cette façon de voir les choses parce que tu vois, moi j'ai beaucoup lu aussi sur les atypiques, enfin les gens entre guillemets qu'on disait qui étaient pas normaux et souvent ils étaient pointés du doigt, tu vois? Comme quoi, bah, justement, c'est des atypiques qui rentrent pas dans C'est les la voilà. Et en fait, c'est les gens normaux, justement, il y en a beaucoup plus, qui pointaient du doigt, en fait, ceux qui étaient pas, qui sont pas normaux, qui sont rentrent pas. Et je trouve que ta façon de voir les choses est plutôt belle, parce que je me dis, en vrai, c'est vrai qu'on a tous des masques, on a tous des casseroles, et c'est vrai qu'on n'est jamais vrai. Et si on était vrai, ça ferait peut-être, bah, tous des atypiques, finalement. J'ai grandi dans un milieu qui était un peu homophobe, Mm. plein. Mais sans les juger aujourd'hui, Ouais. c'est des contextes sociaux où on leur a inculqué des trucs dans la tête depuis qu'ils sont petits, Mm. et qui sont en fait des propos sexistes, des propos racistes, etc. Les enfants, ils grandissent avec ces propos et je pense vraiment que c'est le fait de communiquer, de philosopher, d'éduquer Mm. qui va permettre de contrecarrer ces contextes éducatifs qui malheureusement font grandir les enfants qui vont devenir les adultes qui jugent aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, c'est sûr. Et apprendre aux enfants, en fait, à ne pas tout prendre au comptant et à comprendre ses propres préjugés pour Mm. essayer de les dépasser. Ne pas se dire, avoir conscience qu'on juge déjà naturellement, en raison de choses qu'on a intériorisées pendant l'enfance. Tu vois, Mm. moi, quand j'étais gamine, j'entendais souvent, ah ben tiens, il a commis un crime, ah ben, c'est normal, encore un arabe, tu vois. Et j'entendais ça avec ma tête de gamine, mais je me disais, j'avais déjà conscience que c'était pas normal parce que j'avais aussi autour de moi des figures, des modèles qui Mm. réfléchissaient, qui discutaient. Et instinctivement, je me dirigeais, moi enfant, vers ces modèles, ces gens que je considérais comme des modèles pour essayer de ne pas ressentir ou de ne pas intérioriser ces bêtises finalement que j'entendais autour de moi. Alors plus tard, étant moi-même concernée, Mm. j'entendrai ah ben tiens, s'il a fait ça, c'est parce qu'il a un trouble de santé mentale. Pourquoi on se dit ça? Mm. Quand il se passe quelque chose de grave, on accuse tout de suite la personne qui est une minorité. Pourquoi on se dit ça? Parce que ça se rassure. Parce qu'on se dit, mais moi je suis tranquille, j'en connais pas. Ouais. Donc je suis chez moi, il va rien m'arriver. Et le voisin d'à côté, bon bah comme il correspond un peu aux standards que je me suis formée dans ma tête, il risque pas de m'agresser. Mais en fait, moi je méfierais plus du voisin d'à côté que du type qui a une schizophrénie et qui est soigné à l'hôpital, tu vois, et qui prend ses médicaments. Parce qu'on sait pas qui il est le voisin d'à Ah côté. Mais bah. c'est des exemples extrêmes, mais pour autant, c'est la réalité. Souvent, on n'ose pas le dire, mais si, en fait, on grandit, on est élevé dans des contextes où les gens nous apprennent des choses qui sont fausses, C'est vrai. parce qu'ils reproduisent les préjugés qu'ils ont eux-mêmes Mm. intégrés. Et c'est ça c'est sur ça qu'il faut travailler. Ces préjugés font que, ben, aussi, quand on grandit, et c'est vrai encore plus pour les femmes, Mhm. mais pour les hommes aussi, hein, je compartimente pas loin de là, Mm. c'est qu'on n'a pas forcément confiance en ses capacités parce que depuis qu'on est petite, on entend mais ah mais non, le fais pas, c'est trop lourd pour toi. Mais non, mais attends, je vais le faire. Attends, je t'ouvre parce que tu peux pas ouvrir la portière, elle est trop lourde, tu vois, et tu risques de t'arracher le bras. Et du coup, les auteurs que je reçois en coaching, ils ont des textes pour la plupart qui sont magnifiques, qui sont créatifs, et ils osent pas. Pourquoi ils osent pas? Parce qu'ils ont intériorisé tu ne pourras pas, ou tu ne seras pas capable, ou ils se sont eux-mêmes Mm. euh, auto auto-alimentés de ces préjugés parce que ils se sentaient justement à l'écart. Ils se disaient, mais je serai jamais comme ça ou je pourrai jamais faire ça. Et quand on déconstruit Mm. toutes ces idées reçues et qu'on apprend vraiment à rentrer dans la profondeur des textes, on fait des choses extraordinaires. Écoute, je suis toute oui, en même temps, j'apprends énormément. Bon, je vais revenir sur l'élément déclencheur parce que depuis tout à l'heure, tu m'en parles, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et bien justement, donc je parlais de ma petite fille, ma petite vie de princesse tout à l'heure. De temps en temps, j'avais un vrai carrosse la journée et la nuit, je retombais en citrouille.
parce que j'étais dans une situation de crise, de reviviscence, de résurgence traumatique en lien avec des choses que j'avais subies pendant mon enfance. Ouais. Pourquoi je ressemblerais tout le temps dans des situations où je me mettais en difficulté, voire en danger, j'accumulais les hospitalisations nocturnes et j'allais travailler le lendemain comme si de rien n'était, après être sortie, euh, pas de coma éthylique, mais pas loin. Et personne n'a jamais rien vu. Mais pour moi, ça devenait intenable. Et j'ai eu plusieurs moments où je me suis demandé si j'allais pas mettre fin à mes jours, parce que ce que Ouais. j'avais vécu, voilà, dans l'enfance, dans l'adolescence, entre drame familial, torture, viol, violence physique. J'ai un parcours qui est assez dense. Je suis en train de le décrire puisque je Mm. travaille sur mon autobiographie avec une réalisatrice. Et ce parcours bah, générait beaucoup de souffrance parce que jamais, à aucun moment, je me suis posée pour me dire, fais un arrêt sur image. Qu'est-ce Mm. que tu as vécu? Regarde. Mm. J'avais un psychologue qui appelait ça une forteresse. Et il m'avait dit un jour, le jour où vous accepterez que l'on touche à votre forteresse va être extrêmement difficile pour vous. Et je voulais pas qu'on touche à ma forteresse. Ma forteresse intérieure, c'était toutes ces parties de moi que je cachais au monde. Mais Ouais. pour une autre personne, ce sera des fragments de ce qu'elle a vécu aussi. J'étais dissociée. Et je portais le masque au travail de la personne que j'étais quand j'étais au travail. Mais personne connaissait la poétesse qui était en souffrance, qui écrivait son poème en se taillant les veines. Euh, alors, je suis en train de publier ce recueil que j'appelle Sauvage cri de femme, qui Mm. sortira dans 2 mois, qui reprend ces poèmes que j'ai écrits, alcoolisés, drogués, en train de me taillader, etc. Mais ce sont les textes les plus forts de mon histoire. Pourquoi je J'imagine. les publie aujourd'hui? Parce que je ne serai plus jamais capable de les écrire, et tant mieux. Ça veut dire que je suis clean, mes bras sont nickel, j'ai plus de problème. Mais en même temps, c'est des cris de souffrance qui m'ont aussi permis de sortir tous ces démons et je vais pas dire démons parce qu'attention, il y a des gens qui pourraient démoniser et se dire attention, elle est habitée par les démons, ils vont nous manger, etc. C'est la peur, toujours la peur. Donc on va essayer de faire attention. Oh, puis non, puis voilà, tous ces démons. Tant pis pour les gens Voilà, qui ont on s'en fout. trop d'efforts pour moi, mais voilà, j'avais besoin de sortir et ça y est, là tu vois, je suis en switch. Ben, on va revenir, je sais plus ce qu'on disait. Oui, pour les démons t'avais besoin de faire sortir ces démons-là. Oui, mais c'était quoi la question de base? Ah oui, en fait, c'était quel était l'élément déclencheur, enfin, qui a fait justement, parce que tu parlais d'un élément qui. Oui, bah voilà. Eh ben, c'est très bien qu'on en parle. Bah, vous avez dû voir que ma voix a changé depuis tout à l'heure parce que je suis plus exactement la même personne qui était face à l'écran. En fait, en raison des difficultés que j'ai vécues quand j'étais enfant, les traumas, Mhm. euh, j'ai, ma personnalité, mon identité s'est divisée en plusieurs segments. C'est-à-dire que tous les rôles qu'on a au quotidien, tu Mhm. vois, toi, tu as ton rôle qui travaille, t'es pas la même personne quand tu vas au sport, t'es pas la même personne quand tu parles avec tes amis, tu bois une bière, et t'es pas la même personne non plus quand tu es avec tes enfants ou quand tu es avec ton mari. Et heureusement, on adapte le langage, on adapte le vocabulaire, les goûts aussi, c'est-à-dire que quand tu es avec tes enfants, tu peux aimer jouer au Monopoly. Mhm. Ton patron te propose le même jeu, tu vas le regarder en lui disant Mais pour qui ils sont les. jamais je ferai un Monopoly avec toi, tu vois, même si j'aurais pas envie. On n'a pas les mêmes goûts. Et voilà, ces rôles, chez moi, comme j'ai beaucoup souffert, Mhm. l'enfant que j'étais a enterré les souvenirs traumatiques au sein d'un seul rôle, qui Mhm. allait être protégé par des espèces de gardiens, donc des autres parties de moi, mais qui étaient déjà, comme toi, tu as plusieurs parties, plusieurs rôles. Bah, tous mes rôles, au lieu d'être intégrés dans une seule identité et d'apparaître de manière coordonnée les uns avec les autres, Mhm. allaient être complètement décloisonnés. C'est-à-dire que chacun allait se développer lui-même, un peu comme s'il était un individu tout seul et qu'il oubliait qu'il faisait Indépendamment. partie d'un seul corps. Alors c'est très problématique quand on est plusieurs rôles dans un seul corps, parce que chaque rôle veut son temps, qui correspond à son rôle. On parlait de la guerre du temps avant que la vidéo commence. Enfin, c'est un peu Ouais, ça, ouais. c'est que mon agenda, du coup, il est aussi fragmenté. Il faut que je respecte le temps de chacun de mes rôles, ce qui est très bien. C'est pas, Mhm. attention, c'est pas une souffrance à partir du Ouais. moment où on comprend comment on fonctionne, qu'on Mhm. arrive à se borner, mais Mhm. comme n'importe qui, hein, on a tous besoin de se garder un petit peu de temps pour le repos, de se garder un petit peu de temps pour le sport, de se garder un petit peu de temps pour le travail.
Mmh. Eh bien, moi, j'organise mon agenda un peu comme tout le monde, sans plus de souffrance aujourd'hui parce que j'ai appris à me connaître. J'ai été diagnostiquée en 2021 Mmh. d'un trouble dissociatif de l'identité. J'avais déjà commencé à écrire quand j'ai eu le diagnostic. Ce n'est pas le diagnostic qui a déclenché l'écriture. Mmh. Pour autant, quand le diagnostic est arrivé et que j'ai dû enquêter pour vérifier effectivement quelles étaient les différentes parties de moi, essayer de reconnaître les autres, à quel moment je perdais la mémoire, pourquoi effectivement, j'ai réussi à comprendre aussi beaucoup de choses, pourquoi je me souvenais plus de ce que j'avais fait la veille, pourquoi au travail, quand on me demandait ce que j'avais fait le week-end, j'étais incapable de le dire parce que j'étais mon rôle au travail. Le rôle au travail, il va pas pique-niquer au bord de la Seine et boire des bières avec les copains. J'arrête de dire que je bois des bières parce que sinon on va se dire: «Dis donc celle-là». Mais voilà, je me souvenais plus de ce que j'avais fait le week-end parce que peut-être j'étais allée faire, on va essayer de dorer un peu plus mon blason, j'étais allée faire une petite course à pied ou une séance de sport et que c'était mon rôle sportif qui l'accomplissait. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est quand on a vécu des choses traumatiques, on s'est divisé et on a une alternance d'identité, mais qui ne sont ni plus ni moins que les rôles naturels propres à chacun, mais qui sont, elles, complètement fragmentées et ne communiquent pas les unes avec les autres. C'est-à-dire que tu perds la notion du temps et de l'espace entre chaque changement. Alors évidemment, la voix change, les goûts changent, la gestuelle, la façon de regarder, la façon de parler. Pourquoi? C'est pas du théâtre, hein, sinon ce serait très fatigant et je serais plus en train de D'accord. dormir qu'en train de te parler. C'est naturel. Et pourquoi ça se produit? Parce que, bah, comme chaque rôle s'est développé indépendamment, Mmh. chaque rôle avait son propre temps, Mmh. avec ses propres rencontres, tu vois. Bah, tu apprends à t'exprimer différemment quand tu évolues dans un milieu professionnel ou quand tu es tout le temps avec les enfants, par exemple. Voilà, tu ton patron, tu vas pas lui dire, «Oh, comment s'est passée ta journée, mon petit chéri?» Tu vois? Tu parles pas, tu as pas la même voix quand tu parles à tes enfants, tu remarqueras. C'est Tu sûr. n'as pas la même voix. Tu prends une voix gaga ou quand tu parles à ton moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un lapin, un chat. Quand je m'adresse à mon chat, mais tu m'enregistres. Tu te dis: «Mais c'est quoi ça, en fait? C'est qui elle?» Heu, Même toi qui as pas de TDI, si tu t'enregistres à certains moments en fonction de à qui Je tu suis parles, tu vas d'accord. pas te reconnaître et tu vas dire: «Ah non, c'est pas moi, en fait, j'ai l'air ridicule». Ben non, c'est juste une autre partie de toi qui est pas ridicule, qui est super mignonne parce que c'est quand même mignon de discuter Mmh. avec ces petits. Donc en fait, ces rôles, comme ils sont développés vraiment indépendamment, ils ont complètement intégré ces Mmh. manières d'être, ces manières de parler, ces manières d'échanger avec le monde. Donc je Mmh. suis diagnostiquée d'un TDI et qu'est-ce que Mmh. je fais une fois que j'ai mon diagnostic? Bah, femme d'affaires, je me dis: «Allez, on est à l'ère de la RSE, Mmh. j'en ai marre après de Mmh. tout le temps faire semblant parce que je retrouve plus où j'ai rangé le dossier. J'en ai marre en fait de faire semblant avec mes collègues de pas enfin de devoir recomposer un week-end que j'ai pas vécu pour m'inventer une vie que j'ai pas eue parce que je m'en souviens plus. J'ai envie de dire à tout le monde, bah voilà pourquoi en fait, je me souviens pas du visage de tel collègue alors il est rentré dans le service depuis 3 mois et qu'il vient me dire bonjour tous les lundis. J'en ai marre d'essayer de rechercher s'il y a pas un nom sur la plaque, qui il est. J'ai envie de le dire et je vais voir mon manager et puis mon manager, bah, il avait pas envie de l'entendre. Moi, j'avais envie de le dire, mais il faut que ça soit reçu de l'autre côté et j'avais Ah pas bah oui. préparé. Mmh. Quand j'arrive à l'entreprise et je dis: «Salut, comment tu vas? J'ai juste un truc à te dire, j'ai un trouble de santé mentale, c'est un TDI, mais t'inquiète pas, c'est pas grave». J'ai pas eu le temps de lui dire: «T'inquiète pas», en réalité, je me suis arrêtée à: «J'ai un trouble de santé mentale» et là, j'ai vu vraiment mon monde s'effondrer. Tu vois, j'étais top excellente dans mon entreprise, j'avais des évaluations au-dessus des attentes, on m'avait mis un coach pour me faire grimper, enfin, les gens avaient misé sur moi et d'un seul coup, je leur dis: «J'ai une faille». Attention, mais qu'est-ce que j'avais pas dit? Mais qu'est-ce que j'avais pas dit? Là, c'est comme si j'avais mis une grosse cible sur ma tronche, tu vois, avec, pouf, là, vous visez bien sur le nez, la fléchette et hop, vous envoyez. Et du coup, on m'a envoyé une fléchette là, là, là. Ils ont pas réussi à toucher le bout du nez Attends, parce que attends, attends. Pause, 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 parce que tu me racontes beaucoup trop de choses intéressantes et je suis hyper. Et en fait, quand tu l'as dit à ton manager, il t'a pas accueilli, enfin, il a pas accueilli, il n'y a pas eu de système d'accueil, enfin, il il n'y a a eu pas peur. de. Il a eu peur. Donc la première réaction qu'il a eue, c'était, déjà de m'isoler. Donc je commençais à rentrer dans l'open space, j'avais plus ma place de libre quand j'arrivais au bureau parce qu'il y avait le stagiaire qui s'était assis dessus. Donc on m'a isolée déjà en m'empêchant finalement d'être avec les gens, si tu veux. Donc ils occupaient,
ils occupaient l'espace et avant que j'arrive. Et ça a été des petites choses comme ça, ou alors des messes basses que j'entendais, ou ça avait été à un moment donné, on m'a mis mute. J'étais dans une réunion, tu sais, à distance là, et d'un seul coup, les gens coupent le micro et m'effacent complètement de la conversation pour sortir un joke et derrière me remettre dans la conversation. J'ai vécu des choses très très difficiles parce que là, on sent l'isolement total. Et puis, un jour, au moment de l'évaluation, c'était quelques semaines plus tard, mon patron me reçoit dans le bureau, il Mhm. ferme la porte et il me dit, bon, bah écoute, est-ce que tu es contente de ton année? Et je lui dis, bah écoute, oui, hein, comme tous les années, j'ai fait ça, ça, ça. Donc, tu me dis ce que tu as dit, ce que tu as fait et ce que tu as réalisé. Et j'avais vraiment pas à rougir de ce que j'avais fait. J'étais Mhm. vraiment excellente. Et il me dit, bah en fait, j'aimerais que tu sois honnête. Et j'aimerais que tu me dises que tes troubles de santé mentaux sont responsables des difficultés et commence à me demander d'écrire qu'en fait j'ai un trouble de santé mentale sur mon plan d'évaluation personnelle et même de tenir ce trouble responsable de difficultés que peut avoir le service, etc. Et j'écris sous emprise à ce moment-là, enfin une autre de mes identités écrit et il me sort à un moment donné, je veux pas avoir à m'occuper d'un cas comme toi. Si tu es honnête, on va pouvoir t'aimer. Et si on t'aime, tu seras mieux intégré, etc. Et il a joué sur une corde sensible parce que depuis toute petite, j'avais cette peur parce que les gens m'aimaient pas quand j'étais enfant. Voilà, je ressentais pas l'amour de mes parents, je ressentais pas l'amour de mes proches en dehors de mes parents, et j'avais toujours cette faille au fond de moi d'avoir envie qu'on m'aime et de tout faire pour qu'on m'aime, alors qu'on m'aimait finalement pas, mais c'était pas la faute de l'enfant que j'étais. Et quand il a eu cette phrase, ça a été un déclencheur. Moi, qui suis plutôt une identité battante, tu vois, je suis arrivée et c'était le mot qu'il fallait pas dire. Et là, direct, j'ai pensé, attends, pour qui se prend celui-là? J'ai vécu des dizaines de traumatismes, des dizaines d'hospitalisations. Enfin, j'ai vu ma mère poignarder mon père poignarder ma mère sous mes yeux. J'ai été violée, j'ai été séquestrée. Et lui, il arrive en fait et il me dit, vas-y, t'écris ça. Ben non, en fait. Ben non, c'est pas lui, après tout ce que j'ai vécu, qui va m'anéantir. Et donc, je me suis rebellée et je suis sortie. J'ai refusé de signer le document. C'était des signatures électroniques. Il me l'a renvoyé et je l'ai gardé, je l'ai imprimé, il est là, hein, mais il est aussi sauvegardé dans d'autres endroits. Et voilà, et j'ai conservé ça. Et puis après, j'ai réagi. Je suis allée voir le syndicat, la mission handicap, et je me suis battue pour récupérer ma place. Je l'ai jamais récupérée. On m'a demandé de sortir finalement et de changer de service, hein, parce que voilà, il y a des gens qui sont intouchables et c'est à toi de bouger. J'ai aucune rancune vis-à-vis de ça aujourd'hui. Je suis même plutôt contente parce que c'est grâce à ça que j'ai intégré un autre service dans la boîte, que j'ai rejoint la formation. Et Mhm. c'est grâce à ça que j'ai découvert, enfin, ça a confirmé l'activité dans laquelle je m'étais déjà lancée, à savoir le coaching et la formation d'auteur. En intégrant ce service formation, j'ai découvert les formations collectives en entreprise. J'ai rajouté cette corde à mon arc pour proposer ça en établissement et j'ai commencé à développer cette idée de me dire, écoute, ce qui t'est arrivé, c'est génial parce qu'en fait, ça montre que tu as peut-être ton rôle à jouer. C'est Mhm. même pas peut-être, on a tendance à tout le temps utiliser des mots qui atténuent nos propos. Ça aussi, c'est un complexe d'infériorité. Il faut pas dire peut-être. Mais non, tu as ce pouvoir aujourd'hui, toi, femme de pouvoir. J'ai ce pouvoir de transformer le monde à mon niveau, à ma manière, en créant des formations ou des actions de sensibilisation dans les établissements et en accompagnant des gens qui, pour une raison ou une autre, à un moment donné, ont perdu cette confiance qui leur permet d'aller jusqu'au bout de ces projets en les aidant à acquérir les techniques pour perfectionner tout leur talent. Et ça m'est donné là, comme ça, par tout ce qui m'arrive. Donc j'ai pris le signe, c'était pas un signe divin, peut-être tout le monde, chacun croit ce qu'il veut, mais en tout cas, si c'est un signe divin, je suis allée le chercher, tu vois, j'ai pris mon échelle et je suis allée jusqu'à Dieu et j'ai dit coucou, j'arrive, j'ai entendu ce que tu m'as dit et je viens chercher. Et en fait, mon histoire, elle découle de là. Mon histoire, c'est oui, au début, c'est difficile quand tu vis quelque chose comme ça parce que la phase d'acceptation, faut pas croire que tout a été merveilleux et que j'ai vu voilà, des petites étoiles et je rêvais sous un ciel étoilé. Non, au début, je me suis pris des revers, j'ai pris des antidépresseurs, je me suis demandé comment j'allais faire. Les gens voulaient plus me regarder, mes proches se sont détournés de moi, ma famille aussi. Euh, Au boulot, bah, j'ai perdu tous mes collègues. C'est là que tu Attends, t'aperçois je de la fais juste réalité. une petite pause, Serena. J'ai une question parce que tu me brûles les lèvres. Je me dis, déjà par rapport à ton manager, est-ce que, parce qu'il te connaissait avant,
Il te connaissait, enfin, t'as bossé avec lui, et en fait, du jour au lendemain, tu lui annonces ça, et il change complètement de comportement. Ouais, et je me suis même aperçue que dans l'entreprise, il fallait surtout pas en parler, que c'était un tabou. C'est limite si on m'a pas interdit de reparler de cette histoire à l'extérieur en me faisant signer des papiers. Et en fait, ouais, t'as tendance quand on te dit ça, encore une fois, la peur. Les Mm, gens essaient de t'avoir par la peur. En mm, te disant, fais attention, si t'as peur, et ils se disent que si t'as peur, tu vas rien faire. Et mm. toi, t'intériorises ça parce que si t'as peur, effectivement, tu fais rien. Donc c'est à toi aussi de dépasser cette peur et dire, attends, si je reste murée dans mon silence, si je dis rien, ok, je vais pas être enquiquinée parce que je vais pas avoir de haters. Parce que oui, si je parais normale, donc c'est-à-dire anormale, je n'aurai pas ces haters. Si j'annonce une faille à mon travail, je vais être discriminée, c'est vrai. Si je parle de ce qui s'est mal passé au travail, je me mets en risque parce que la société peut ceci. Si on commence à avoir peur de son ombre, on ne fait rien. On stagne et surtout, on ne fait pas changer les choses. C'est ça qui est extrêmement dommage. J'ai décidé, et ça a été long, 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 et j'ai travaillé encore tout le temps, mais j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur de mon ombre, des autres, de ce qui pourrait m'arriver. J'ai plus peur. Voilà, j'ai plus peur. What the fuck, j'ai pas peur. C'est ça. Mais, et une deuxième question par rapport à ta famille, parce que j'imagine que ce trouble-là, tu l'avais, enfin, tu vois, ça fait partie de ta personnalité. Ils t'ont quand même tourné le dos, malgré, parce que, enfin, tu l'as juste, enfin, le diagnostic a été là pour poser un Oui, mot, alors, mais au final, ils tu m'ont l'avais tourné déjà. le dos de différentes façons, en fait. Moi, j'ai grandi dans un milieu difficile, comme je te le disais, où la priorité Mhm. de ma famille, c'était trouver de l'argent, par tous les moyens, c'était se nourrir, et on cherchait pas en fait à savoir ce que pensaient les enfants, ce que ressentaient les enfants, etc. Donc c'était pas une priorité. Donc oui, j'avais des comportements qui n'étaient pas totalement les mêmes que ceux des autres. On voyait bien, je changeais tout le temps la décoration de ma chambre parce que j'étais jamais d'accord avec moi-même. Mais quand je disais je changeais la décoration de ma chambre à 10 ans, il fallait qu'on déplace les meubles d'une chambre à l'autre parce que j'aimais plus cette exposition. 4 mois après, je comprenais pas pourquoi j'avais déménagé là. C'était déjà mes identités qui se faisaient la guerre. Mhm. Et je déplaçais les meubles aussi dans la salle à manger. Donc, il fallait à chaque fois que ma mère se relève et m'aide à déplacer un meuble parce que j'aimais plus comment la table était. Et c'était aussi peut-être une façon de mettre de l'ordre dans des idées qui étaient déjà très mouvantes. Je ne sais pas comment on pourrait le prendre. Il faudrait consulter un magnétiseur ou un psychothérapeute sur le sujet, mais peut-être qu'il n'y a même pas de réponse et d'analyse à avoir. C'était comme ça, effectivement. J'étais pas comme les autres. Et puis, j'ai été hospitalisée à 15 ans. On m'a mis pendant 1 an en hôpital psychiatrique après une tentative de suicide. Tout le monde ne sait pas de se suicider à l'âge de 15 ans. Là aussi, ça n'a pas été profondément creusé. Et on m'a ressorti comme si de rien n'était après, quoi, sans diagnostic, sans rien, toujours en errance médicale. Alors qu'en réalité, quand tu apprends qui t'es, ben, c'est magique parce qu'enfin, tu peux t'organiser, faire ton camembert en sachant que tous tes rôles là, doivent vivre dans la journée. Euh, Mais surtout, enfin, Enfin, tu peux avoir un détecteur d'objets, tu vois, pour retrouver tes affaires et pas perdre ton temps sans cesse à te demander où est ton carnet à mots de passe, parce qu'évidemment, tu retiens rien, tu vois. Tout est équipé chez moi. Tout. Les gens ne le voient pas. J'enregistre mes réunions pour pas les c'est perdre. clair. Tout, tout est équipé chez moi. Et ça, l'entrepreneuriat m'a aussi permis de faire ça. Mais même si j'étais restée en entreprise, c'est pour ça que c'est important de le dire quand on a un besoin spécifique, plutôt que de rester muré dans son silence, muré dans sa souffrance et être là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas ouvrir mon ordinateur de bureau parce que j'ai pas mon mot de passe. Ah, mais mince, j'avais un carnet sur lequel je l'avais noté. Mais mince, où je l'ai rangé? Mais c'était pas tout à fait moi. Du coup, je suis pas sûre de savoir où il est. Et tout ça, tu perds des minutes et des heures au travail et c'est beaucoup de souffrance intériorisée. Donc c'est ça l'importance d'être soi et de se réaliser dans la vie, c'est aussi ben, de respirer tout simplement. Écoute, enfin, j'ai même plus de mots. Je n'ai plus de mots parce que c'est en même temps un super témoignage hyper, hyper poignant. Franchement, merci beaucoup parce que tu me partages des choses, j'imagine, qui sont très personnelles aussi. Et, euh, et en même Ça temps, le devient de moins en moins avec, avec ah les oui, témoignages que j'ai faits. Du coup, je me sens un peu moins impudique, tu vois. Ça y ouais. est. Mais en même temps, je me dis, je trouve que c'est normal d'être différent, enfin, on peut pas tous être pareil, c'est pas possible. Et je pense qu'en entreprise, on est encore très
très très loin en fait d'accompagner des parcours. Enfin, tu vois, moi j'ai eu l'occasion d'en accompagner, de mettre en place une campagne pour les autistes par exemple. Et c'est là où j'ai découvert aussi comment ça se passait, comment ils étaient. Enfin, après, tous les autistes ne sont pas les mêmes, hein. Mais en tout cas, pour intégrer justement des autistes dans une structure. Et c'est là où j'ai découvert, je me dis, mais en fait, on a une société qui est complètement en retard par rapport au profil, parce qu'on n'est tous pas pareils. Enfin, moi, par exemple, j'ai des sensibilités au bruit et à la lumière, tu vois, en entreprise, j'ai du mal. Enfin, je pourrais même pas. Tu vois, dès qu'il y a des open space, moi, l'open space, ça a été mon cauchemar. Tu vois, et je me dis, en fait, c'est bien d'en parler. Franchement, je trouve ça bien parce que je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ton témoignage et prendre le lead d'en parler et surtout de se sentir moins seul, je pense. Vraiment. Et pour ça, je te dis merci. Merci beaucoup parce que tu vois, je perds mes mots. Limite, j'avais les larmes aux yeux quand tu parlais. Je me suis dit, allez, faut que je tienne le cap. Mais ouais, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Même Arrête, parce que tu sais, en plus, moi, je suis genre soupe à l'un, quoi. Quand les gens me disent qu'ils pleurent, juste le fait de me dire que tu pleures va me faire pleurer, tu vois. bah ouais, Il m'arrive de pleurer devant des bandes annonces de films. Le film n'a pas commencé. J'ai même pas encore regardé, ne serait-ce que les 5 premières minutes, et je suis déjà en train de pleurer parce que j'ai vu la bande annonce. ouais, mais Sensibilité, c'est bien aussi de l'assumer. Et je l'assume. Tu vois, il y a pas longtemps, on m'a dit, Mhm, t'es trop sensible avec tes élèves, parce que les auteurs que j'accompagne, c'est vrai que je m'investis à fond, tu vois. Hier, j'étais censée relire un texte mhm, pour en faire une lecture analytique. Je m'étais programmé 1 heure de lecture. J'ai ouvert le texte à 22 heures. mhm, Et en fait, je l'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin. Je n'étais pas payée plus, mhm, mais l'autrice écrivait sur un sujet qui la mhm, touchait personnellement. mhm, Elle avait fait à un moment donné la une d'un journal en raison d'un fait divers, d'une agression sexuelle qu'elle avait vécue. mhm. Et je me suis dit, cette fille-là, il Ouais, faut que je l'aide. En fait, il faut que j'aille plus loin. ouais, c'est bon. Et je m'en fous de l'argent dans ces cas-là. Tu vois, je suis juste aujourd'hui, je m'investis que dans des projets dans lesquels je crois. Et ça Mhm, aussi, c'est important. On mhm, appelle ça l'alignement. ouais, Et on sous-estime aussi la valeur de ce mot. C'est important d'être aligné dans ces projets. Mais il suffit pas de dire, ah ben moi, je suis aligné ou j'essaie d'être aligné. Ça, c'est que des mots. J'ai réfléchi il y a pas très longtemps, j'ai donné une conférence dans une université. mhm, Et en travaillant mon sujet de conférence, je suis tombée sur cette phrase de Sartre, qui est un philosophe que j'adore, qui mhm. disait le faire est révélateur de l'être. Ouais, Tu vois, tu peux dire tout ce que tu veux, dire oh ben moi je suis, ouais, je partage, ouais, je suis dans l'inclusivité, je suis dans le machin, puis pof, je placarde une affiche et mhm, regardez, nous sommes open, inclusive, etc., etc. mhm, mhm. Mais ça remplacera jamais l'action. Qu'est-ce Exact. que tu fais en fait? C'est bien beau, ok, tu dis moi je suis comme ça, mais Mhm, qu'est-ce que tu fais? mhm. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est un peu ma philosophie de l'éducation. Moi, je me dis toujours, quand j'élève mes enfants, là, je me dis, il faut qu'ils me voient faire. Parce que peu importe, je parle, ils sont fous. Mais par contre, je me dis toujours, il faut que mes enfants me voient faire comme ça. Ils reproduisent et surtout, ils se disent, bah, tu vois, elle fait ce qu'elle dit. Et ça, il y a une cohérence aussi. Ouais, ouais. Bah, Ouais, ouais. Elle croit en elle, elle tient ses promesses et du coup, tu es hyper inspirante pour eux. ouais, 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 c'est ça. Surtout que j'ai une petite fille qui est plein de déterminée. Tu sais, hier, elle me dit, parce que j'ai dit à son père, j'ai mal à la tête. Et puis à un moment donné, elle me dit, maman, t'as toujours mal à la tête. Je dis, non, ça va. Mais en fait, je voulais la protéger. Elle me dit, mais tu mens, maman. Et là, sur le moment, je me suis dit, oh là. J'ai dit, bon, excuse-moi, je t'ai menti, mais pour te protéger, je voulais pas que tu t'inquiètes pour moi. Et tu es dans l'explication de la pédagogie, mais j'adore, Et j'adore. Tu vois, et ben tu vois, petite fille, j'aurais aimé qu'on. Alors, j'aime pas parler au conditionnel parce que je trouve que tout ce que tu as vécu, le négatif autant que le positif, à partir du moment où tu en as fait quelque chose de positif, est de toute façon un ingrédient magique. Ouais, C'est un ingrédient magique. Même les horreurs que tu as vécues sont des ingrédients magiques à condition d'en tirer vraiment la sève qui va te faire avancer et philosopher dans la vie. Mais je l'utilise quand même exceptionnellement dans ton exemple. Le conditionnel, bah, tu vois, en tant que petite fille, j'aurais aimé entendre ça parce que c'est beau, en fait. C'est beau, c'est exactement ce qu'on doit entendre. Ça s'appelle la vérité. C'est ouais. l'authenticité. Et cette petite fille a de la chance parce que sa maman, elle est authentique. Et puis, bah, tu t'intéresses à Bah, des sujets j'ai pris une claque. Je t'avoue que sur le moment, elle me dit, mais tu mens, maman. Je lui dis, mais en fait, c'était juste pour te protéger. Je veux pas que tu t'inquiètes pour moi. En tant qu'à 3 ans, tu peux pas porter mes soucis, quoi. Enfin bref, écoute, j'avais mes deux questions de signature, mais en même temps, avec tout ce que tu m'as partagé, j'ai déjà mes réponses.
mais je vais quand même te les poser. D'accord, vas-y, c'était quoi les questions? C'est vrai, j'ai Eh même pas attendu les questions. ben oui, 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 et C'était un échange tellement naturel, il y a même pas eu d'interview, mais en c'est fait. mais c'est ça, en fait, il manquait plus que le café ou le thé. Mais moi, je l'avais, tu vois. Mais je me suis dit, si tous les gens me voient toutes les 5 secondes, on doit boire du café. On se demandait si Pas c'est pas un grave. grog avec autre chose. Bon, en tout cas, mes 2 questions, c'est, bah, du coup, quel a été l'événement, que ce soit en positif ou en négatif, qui t'a révélé à toi-même? Du coup, bon, on en a eu un peu l'extrait. Et ben, pour moi, vraiment, l'événement qui m'a révélé à moi-même, c'est non pas ce diagnostic en lui-même, mais Mmh. c'est cette assumation de mon diagnostic. Mmh. Assumation, attention, c'est plus fort que l'acceptation. Mmh. C'est de se dire, mais waouh, je suis ça. Mmh. Mais le waouh, et non pas le oh merde. C'est le waouh, je suis ça. En fait, ça y est, j'ai trouvé ce qui me distinguait, ce qui faisait ma singularité. Mmh. Et bien, si ça en fait partie, tant mieux. C'est ça, en fait, qui a changé ma vie. C'est ce regard porté sur moi, plus que le diagnostic. Le diagnostic, c'est qu'un fait, c'est mon regard. Et Mmh. je pense que c'est qu'un déclencheur, comme il y a eu beaucoup de déclencheurs avant, et hop, je suis en train de nouveau de vriller, donc j'ai un petit moment de latence. Mais oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce sont des déclencheurs, Mmh. mais c'est pas la chose vraiment qui te change, c'est le regard que tu portes sur toi-même, sur les autres, sur Mmh. ta vie. Mmh. Et bah, j'avais une deuxième question, mais je vais pas la poser exceptionnellement, mais je veux juste te laisser conclure. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais des formations justement sur le TDI, c'est ça? Tu vois, du coup, mais moi, je Oh, le comprends pas. Mais alors, oui, tu, oui. tu sensibilisais, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, ce sont des interventions dans des établissements, soit sous forme d'ateliers, D'accord. où on va travailler sur une participation collective pour faire réfléchir sur le poids des mots et Mmh. des mises en situation, soit Mmh. ce sont des conférences où ben là, ben voilà, je me présente devant une assemblée plus ou moins large de Mmh. personnes, que ce soit des étudiants, des salariés, pour raconter mon histoire et faire passer un message à Mmh. travers cette histoire, justement, sur le jugement, la bienveillance, le, en fait, vraiment l'intérêt aussi de dire qui on est et Mmh. l'intérêt aussi de se déclarer, tu vois, pour les personnes en situation de handicap, mine de rien, dans les entreprises. La RQTH, elle change beaucoup de choses parce que ça les protège en tant que salariés et ça leur permet de bénéficier de ces compensations qui sont nécessaires à leur épanouissement personnel. Et Mmh. l'entreprise, elle y gagne parce qu'un salarié épanoui fait une entreprise épanouie. Malheureusement, encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas compris ça. C'est sûr. Et surtout le fait de tu vois, ils peuvent aussi mettre des dispositifs, tu vois? Parce qu'on parle de là d'handicap invisible, mais moi je sais, enfin je souffre de je t'ai dit, moi le bruit, tu vois, quand on parle, j'ai l'impression que j'ai un un écho, tu vois? Et je me dis, demain s'il y a des gens comme moi qui sont peut-être identifiés, bah, ça va leur permettre peut-être d'avoir aussi des Bah choses ouais, tu vois. tu Par vois? exemple, alors moi je fais beaucoup mais voilà, tu peux imaginer une salle où tous les gens comme toi sont dans le noir. Enfin, Aussi en train de travailler dans le noir et puis aussi, mais tu vois, enfin non, c'est quoi dans ces bureaux sont réservés aux personnes sensibles à la lumière. mais Ouais, quand ouais, tu me diras, ça va. Franchement, moi, mais tu rigoles, mais la sensibilité à la lumière, je l'ai aussi. Et quand j'avais demandé mes aménagements de poste, quand je suis passée au service formation, mmh mh. eh bien, on m'a donné un bureau avec une lampe Ah, plutôt que la lumière. bien, Tu sais ouais. ce que c'est? Tu as Mmh ta petite lampe, bah, comme tu as derrière là, ta petite mh. lampe qui produit sa lumière tamisée. Eh Mmh bien, j'étais bien parce que je me concentrais, j'étais vachement plus efficace sur mon mh. travail parce que j'étais pas sans arrêt en train de me En dire: train de «Génial». faire se mal à la Heu, tête, ouais. voilà, exactement et après tu commences à voir flou et tu plus bien, tu essaies de régler la luminosité de ton écran et bien, en me donnant une lampe, Mmh. dans mon bureau et un bureau, particulier, ben, l'entreprise a fait monter ma productivité parce que j'avais plus ces petits moments où j'étais obligée de sortir de la pièce, Ouais. de De voilà. souffler, d'être perdu, de se dire: «Oh là là», non mais Ça je fait mal comprends à la tête, oui, complètement. quand tu es Ouais, photosensible aussi. bah oui, ouais, 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 bah, c'est tu vois, c'est ce que je disais hier, j'avais mal à la tête parce que trop exposée, trop de trucs, bah voilà. Et Et après ça fait des arrêts quand tu as des migraines trop fortes, ah, vraiment, c'est ça. mmh. En tout cas, merci beaucoup Serena, vraiment. Je sais pas quoi te dire parce que j'ai appris énormément comme à chaque fois et vraiment merci pour ton partage. Alors moi, j'ai juste une question et tu pourras la partager parce que je trouve ça intéressant aussi dans les 2 sens. Sleep conseil, c'est quoi?
Ah, c'est ma structure. Voilà, Ma tu conseil peux en parler RH, aussi parce oui. que tu vois, tu es dans la générosité, tu parles beaucoup de moi. Et ben moi, j'ai envie de te donner l'opportunité dans Mais, ton propre podcast, parce que de te mettre en avant et de parler de toi. mais je pense que ça sera dans un autre cadre. Je vais en parler juste une petite minute, Mm. mais effectivement, là, c'était ton moment à toi. Et comme on dit, il faut laisser briller. Tu vois. Mais CPS Conseil, oui, c'est une société de conseil que j'ai créée, en fait, bah, qui faisait du recrutement, de la formation et du SIRH, tout simplement. Voilà. Et donc, moi, j'ai accompagné, enfin, des grosses, des petites structures sur de la formation, comme toi, en indépendant, sur du SIRH, de l'intégration, en fait, des paramètres, des outils SIRH, principalement, et puis après, du recrutement. Donc, tu vois, pour Et aller. le podcast, c'est venu Et le, après? et le podcast est venu après, c'est totalement par passion, c'est quelque chose qui me hantait, j'ai envie de dire, depuis 3-4 ans, tu vois, j'avais envie de le faire, et puis à un moment donné, bon, il y a eu des événements de la vie, enfin mes enfants qui sont arrivés, et puis cette année, je me suis dit, allez, ça fait longtemps que j'en parle, il faut que je le fasse. Et donc j'ai démarré bah, fin janvier de cette année. Voilà, mais c'est vraiment, enfin c'est pas pour l'instant, c'est pas une activité, enfin c'est pas une activité pro, j'ai envie de te dire, c'est vraiment par passion parce que j'aime beaucoup partager, j'ai envie de partager comme ça aussi au monde, des profils comme toi, des profils atypiques parce que j'aime bien. Tiens. Alors, dernière question, mais ça aussi, c'est parce que je me pose beaucoup de questions et tu vois, dans ma tête, ça s'agite. Là, j'ai toutes mes identités qui posent lui pas, pose lui ça. On n'a pas 10 ans. Et du coup, podcast papillon, c'est quoi? Parce que en fait, si tu veux, Pourquoi le papillon? parce que j'admire le papillon. En fait, tu vois le fait qu'il renaisse déjà, et je trouve que le papillon en lui-même, c'est tout un art. C'est tout un art. Déjà, je le trouve très beau. Et en plus, il passe, tu vois, du petit ver de terre et qui rentre dans sa chrysalide. Et puis à un moment donné, la métamorphose qui explose. Et là, tu vois la beauté, les ailes, et il repère. En fait, il repart. Et en fait, je trouve que Il bah, repart. Ouais, j'aime voilà, bien. exactement. Et je trouve que dans la vie, on a tous ces phases-là, tu vois, où à un moment donné, tu rentres dans un cocon, tu sors plus. Et peu importe, hein, que ce soit un burn-out, hein, on s'en fout. Et après, à un moment donné, tu vis ces choses-là, tu te transformes de l'intérieur, et puis après, tu renais. Waouh, c'est chouette. Ouais, mais c'est vrai que tu as raison. On est à des phases comme ça. Il faut toujours se dire. Bah, après, quand tu as déjà vécu une fois la transformation, la métamorphose plus qu'une transformation, c'est plus beau, je trouve, le terme de métamorphose. Mm, Ben, je dirais pas que t'es paré, parce que mm, tu les éviteras pas, mm. les retours au cocon. Mais en tout cas, tu réagis plus vite. C'est-à-dire que tu sors plus vite du cocon. Parce que c'est bon, t'es déjà passé, t'as déjà morflé. Et donc, t'as la recette pour grandir en papillon. Et c'est un Ah, petit peu comme si tu t'offrais un. tu vois, tu as aussi une meilleure connaissance de toi, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est une arme, en fait, de Et savoir. ça, tu le perds pas. Ça fait que avancer, que progresser. C'est pour ça que l'âge, c'est bien si on referme, tu vois, le cadre de notre histoire. On avait commencé par l'âge, la référence à l'âge. Donc finalement, pourquoi avoir peur de vieillir? Puisque en vieillissant, eh bien, tu apprends encore plus les techniques pour te redresser plus rapidement. Ah oui, et tu te métamorphoses bah, tout le temps, quoi. Ouais. Exactement. Et ben, merci.